Voici un sommaire du livre 4 de la République de Platon. Introduction, Socrate et ses amis discutent de la nature de la justice. 2. La question de savoir si la justice est une affaire de convenance sociale ou une vertu en soi. 3. La question de savoir si la justice apporte du bien ou du mal à celui qui la pratique. 4. La nature de l'âme humaine, le désir, la raison et le courage. Comment chaque partie de l'âme peut être cultivée ou corrompue. 6. La structure idéale de la société doit correspondre à la structure de l'âme, les gardiens, les auxiliaires et les producteurs. 7. La fonction des gardiens, être des philosophes rois qui guident la société. 8. La fonction des auxiliaires, protéger la société et maintenir l'ordre. 9. La fonction des producteurs, fournir les besoins matériels de la société. Comment choisir les gardiens, l'éducation, les tests et la sélection. 11. Comment éduquer les gardiens, la musique, la gymnastique et la philosophie. 12. Les gardiens doivent partager tout en commun, la propriété, la famille et l'éducation des enfants. 13. Les critiques de cette théorie de la société idéale. 14. Conclusion, Socrate rappelle que cette théorie n'est qu'un modèle et qu'elle doit être ajustée en fonction des circonstances. Dans l'introduction du livre 4 de la République de Platon, Socrate et ses amis commencent par discuter de la nature de la justice. Ils se demandent si la justice est simplement une affaire de convention sociale ou si elle est une vertu en soi. Socrate argue que la justice ne peut être simplement une question de convention sociale, car cela impliquerait qu'il n'y a pas de vérité objective à laquelle se référer. Platon utilise cet argument pour montrer que la justice est une notion plus complexe qu'il n'y paraît à première vue et qu'elle doit être examinée plus en profondeur. Socrate et ses amis considèrent également si la justice apporte du bien ou du mal à celui qui la pratique, ou si elle est une valeur en soi indépendamment de ses conséquences. Cette question les amène à réfléchir sur les fondements de la moralité et de la vertu. Socrate affirme que la justice est une vertu en soi et qu'elle apporte du bien à celui qui la pratique. Il soutient que l'injustice ne peut jamais apporter de véritable satisfaction, car elle engendre la culpabilité et la peur de punition. Ainsi, la discussion sur la nature de la justice dans l'introduction pose les bases pour les réflexions ultérieures de Platon sur la manière dont la société doit être organisée pour permettre la pratique de la justice. La question de la justice est essentielle pour Platon, car elle touche à la question de savoir comment la vie en communauté peut être organisée pour permettre à chaque individu de vivre une vie heureuse et épanouissante. Dans la suite du livre 4, Socrate propose une théorie de l'âme humaine pour expliquer comment les gens peuvent être justes ou injustes. Selon lui, l'âme humaine est composée de 3 parties, le désir, la raison et le courage. Il explique que chacune de ces parties peut être cultivée ou corrompue, et que cela affecte la manière dont une personne agit et pense. Par exemple, si le désir est dominant, une personne sera portée à rechercher des plaisirs immédiats, même si cela implique de faire du mal à autrui. Si la raison est dominante, une personne sera capable de juger ce qui est juste et de résister aux pulsions du désir. Socrate utilise cette théorie de l'âme pour décrire la structure idéale de la société dans laquelle chaque personne occupe la fonction qui correspond à sa partie dominante de l'âme. Il propose que la société soit divisée en 3 classes, les gardiens, les auxiliaires et les producteurs. Les gardiens sont des philosophes rois qui dirigent la société en vertu de leur capacité à juger ce qui est juste. Les auxiliaires sont des guerriers qui protègent la société et maintiennent l'ordre. Les producteurs sont les travailleurs qui fournissent les besoins matériels de la société. Socrate explique également comment les gardiens doivent être choisis, éduqués et formés pour être capables d'exercer leurs fonctions de manière juste et efficace. Cette éducation passe par la musique, la gymnastique et la philosophie, afin de former des individus capables de juger ce qui est juste et de diriger la société avec sagesse. Dans le livre 4 de la République de Platon, la question centrale est celle de savoir si la justice est une affaire de convenance sociale ou une vertu en soi. Cette question est essentielle pour comprendre comment la société peut être organisée pour permettre à chaque individu de vivre une vie heureuse et épanouissante. Certains des interlocuteurs de Socrate avancent que la justice est simplement une convention sociale qui est mise en place pour maintenir l'ordre dans la société. Selon eux, la justice n'a pas de réalité objective en soi, mais elle est simplement déterminée par les normes sociales qui sont en vigueur dans une société donnée. Socrate conteste cette position en affirmant que la justice est une vertu en soi qui apporte du bien à celui qui la pratique. Selon lui, la justice est une qualité morale qui est enracinée dans la nature même de l'âme humaine. Il explique que l'injustice ne peut jamais apporter de véritable satisfaction, car elle engendre la culpabilité et la peur de la punition. En revanche, la pratique de la justice procure une satisfaction intérieure qui est indépendante des conséquences extérieures.
Cette conception de la justice comme vertu en soi est liée à la théorie de l'âme humaine que Socrate développe dans la suite du livre 4. Selon lui, chaque individu possède une partie de l'âme qui est capable de juger ce qui est juste et de résister aux pulsions du désir. Cette partie de l'âme est la raison, et elle doit être cultivée pour permettre à une personne d'être juste. Dans le livre 4 de la République de Platon, une autre question importante qui est abordée est celle de savoir si la justice apporte du bien ou du mal à celui qui la pratique. Cette question est importante car elle soulève la question de savoir pourquoi une personne devrait être juste. Certains des interlocuteurs de Socrate avancent que la pratique de la justice peut être nuisible à celui qui la pratique, car elle peut souvent entraîner des désavantages et des difficultés. Par exemple, une personne qui refuse de prendre part à des activités injustes peut subir des conséquences négatives, telles que la perte de prestige, la perte de richesse ou même la mort. Socrate conteste cette position en affirmant que la justice apporte toujours du bien à celui qui la pratique, même si cela peut parfois impliquer des conséquences négatives. Selon lui, la pratique de la justice est une vertu en soi qui est bénéfique pour l'âme de celui qui la pratique. Il explique que la pratique de la justice permet à une personne de vivre en harmonie avec elle-même et avec les autres. Elle apporte une satisfaction intérieure qui est indépendante des conséquences extérieures. En revanche, l'injustice engendre la culpabilité et la peur de la punition, ce qui perturbe l'harmonie intérieure d'une personne. Socrate illustre son argument en prenant l'exemple de la situation dans laquelle une personne se trouve à la fois juste et heureuse. Selon lui, la personne qui est juste est toujours heureuse, même si elle doit parfois faire face à des difficultés et des obstacles. Cela est dû au fait que la pratique de la justice permet à une personne de vivre en harmonie avec elle-même et avec les autres, et cette harmonie est la source ultime du bonheur. Dans le livre 4 de la République de Platon, Socrate discute également de la nature de l'âme humaine. Selon lui, l'âme est composée de 3 parties, le désir, la raison et le courage. Le désir est la partie de l'âme qui est responsable des désirs et des plaisirs physiques. Il s'agit de la partie la plus primitive de l'âme, qui est motivée par des impulsions instinctives et des besoins physiologiques. La raison est la partie de l'âme qui est responsable de la réflexion et de la prise de décision. Elle est la partie la plus noble de l'âme, qui est capable de discerner ce qui est juste et de résister aux impulsions du désir. Le courage est la partie de l'âme qui est responsable du courage et de la détermination. Elle permet à une personne de surmonter ses peurs et ses faiblesses et de faire face aux défis et aux obstacles de la vie. Socrate explique que la pratique de la justice consiste à harmoniser ces 3 parties de l'âme. La raison doit être au-dessus du désir, de sorte que la personne puisse résister aux impulsions du désir et prendre des décisions justes. Le courage doit être au service de la raison, de sorte que la personne puisse faire face aux difficultés et aux obstacles de la vie sans céder à la peur ou à la faiblesse. Dans le livre 4 de la République de Platon, Socrate explique également comment chaque partie de l'âme peut être cultivée ou corrompue. Il explique que la partie du désir peut être corrompue si elle est laissée sans direction. Si une personne suit simplement ses désirs sans réflexion ou sans considération pour les autres, cela peut mener à des comportements égoïstes et immoraux. Cependant, si le désir est cultivé de manière responsable et guidé par la raison, il peut mener à une vie de plaisir et de satisfaction sans porter atteinte à la justice. La raison peut également être corrompue si elle est mal utilisée. Si une personne utilise sa raison pour justifier des actions injustes ou pour manipuler les autres, cela peut mener à une vie de tromperie et de confusion. Cependant, si la raison est cultivée avec diligence et guidée par la recherche de la vérité et de la justice, elle peut mener à une vie de sagesse et de clarté. Le courage peut également être corrompu s'il est mal orienté. Si une personne utilise sa force pour dominer les autres ou pour faire avancer des causes injustes, cela peut mener à une vie de violence et de tyrannie. Cependant, si le courage est cultivé avec sagesse et guidé par un engagement envers la justice et la vérité, il peut mener à une vie de force et de détermination juste. Socrate souligne l'importance de cultiver chaque partie de l'âme de manière équilibrée et harmonieuse, en utilisant la raison pour guider les désirs et le courage vers la poursuite de la justice. De cette manière, chaque partie de l'âme peut contribuer à la création d'une vie harmonieuse et vertueuse, qui mène au bonheur et à l'épanouissement de l'individu et de la société. Dans le livre 4 de la République de Platon, Socrate développe également une analogie entre la structure de l'âme individuelle et la structure de la société. Selon lui, une société juste doit correspondre à la structure de l'âme humaine, qui se compose de 3 parties, le désir, la raison et le courage. Socrate propose donc une structure de la société en 3 classes distinctes qui correspondent à ces 3 parties de l'âme. Les producteurs, la classe des travailleurs et des artisans qui représentent la partie du désir de l'âme. Ils sont responsables de la production des biens matériels nécessaires à la société. Les auxiliaires,
la classe des guerriers et des défenseurs qui représentent la partie du courage de l'âme. Ils sont responsables de la protection de la société contre les ennemis intérieurs et extérieurs. Les gardiens, la classe des dirigeants et des gouverneurs qui représentent la partie de la raison de l'âme. Ils sont responsables de gouverner la société de manière juste et équitable, guidée par la raison et la sagesse. Selon Socrate, chacune de ces classes doit être formée de manière spécifique pour cultiver la vertu appropriée et éviter la corruption. Les producteurs doivent être guidés par des principes de modération et de justice, les auxiliaires par la force et le courage juste, et les gardiens par la sagesse et la raison juste. En structurant la société de cette manière, Socrate affirme que les individus peuvent travailler ensemble harmonieusement pour le bien commun et pour atteindre une vie juste et équilibrée. Il soutient également que cette structure sociale peut empêcher la corruption et l'injustice, car chaque classe est formée de manière appropriée pour éviter les excès de la partie de l'âme qui la caractérise. En conclusion, dans le livre 4 de la République de Platon, Socrate propose une structure sociale idéale qui correspond à la structure de l'âme humaine. Cette structure en 3 classes distinctes permet de cultiver les vertus appropriées à chaque partie de l'âme et de travailler ensemble harmonieusement pour atteindre une vie juste et équilibrée. Socrate explique que cette structure sociale idéale n'est pas seulement une théorie abstraite, mais qu'elle peut être réalisée dans la pratique. Il soutient que pour établir une telle société juste, il faut commencer par éduquer les gardiens de manière appropriée, en les formant dans les vertus de la sagesse, de la modération et de la justice. Socrate affirme également que la formation des gardiens doit être rigoureuse et difficile, car ils sont responsables de la direction de la société et doivent être capables de prendre des décisions justes et raisonnables. Il propose que les gardiens soient formés dans la philosophie et la théorie politique, ainsi que dans l'art de la guerre et de la défense. Une fois formés, les gardiens doivent être placés à la tête de la société pour diriger de manière juste et équitable. Socrate propose également que les gardiens soient contrôlés par la loi et par une surveillance constante pour éviter la corruption et l'injustice. En fin de compte, Socrate affirme que cette structure sociale idéale peut être réalisée si les individus cultivent les vertus de la sagesse, de la modération et de la justice dans leur propre âme et travaillent ensemble pour le bien commun. Il soutient que cette société juste est la clé pour atteindre une vie heureuse et réussie, tant au niveau individuel que collectif. Dans le livre 4 de la République de Platon, Socrate explique que les gardiens de la société doivent être des philosophes rois qui possèdent la sagesse nécessaire pour diriger de manière juste et équitable. Selon lui, les gardiens doivent être les détenteurs du savoir et de la connaissance, et ils doivent utiliser leur expertise pour guider la société vers le bien commun. Socrate affirme que les philosophes, en tant que gardiens de la société, doivent être formés dans la philosophie et la théorie politique, ainsi que dans l'art de la guerre et de la défense. Ils doivent être capables de prendre des décisions justes et raisonnables pour le bien de la communauté, en tenant compte des intérêts de chacun. Ils doivent également être des modèles pour les autres membres de la société, en cultivant les vertus de la sagesse, de la modération et de la justice dans leur propre vie. Selon Socrate, les philosophes rois doivent diriger de manière juste et équitable, en éliminant la corruption et l'injustice dans la société. Ils doivent être contrôlés par la loi et par une surveillance constante pour éviter toute forme d'abus de pouvoir. En outre, ils doivent être capables de communiquer efficacement avec les autres membres de la société, afin de faire comprendre leurs décisions et de les guider vers le bien commun. En fin de compte, la fonction des gardiens dans la société idéale de Platon est de servir de guide pour le bien commun, en utilisant leur sagesse et leur connaissance pour diriger de manière juste et équitable. Ils doivent être des modèles de vertu pour les autres membres de la société, en cultivant les vertus de la sagesse, de la modération et de la justice dans leur propre vie. Dans la République de Platon, les auxiliaires sont les membres de la société qui ont été formés pour protéger la société et maintenir l'ordre. Ils sont la deuxième partie de la structure sociale idéale proposée par Platon, aux côtés des gardiens et des producteurs. Selon Platon, les auxiliaires sont formés dans l'art de la guerre et de la défense, et sont responsables de la protection de la société contre les ennemis étrangers et les perturbateurs internes. Ils sont également responsables de l'application de la loi et de l'ordre dans la société, en travaillant en collaboration avec les gardiens pour maintenir la paix et l'harmonie. Platon propose que les auxiliaires soient choisis parmi les meilleurs membres de la société, en fonction de leur aptitude à la guerre et de leur capacité à suivre les ordres. Ils doivent être formés dans la discipline, la loyauté et la coopération, afin de travailler ensemble de manière efficace pour protéger la société. En outre, Platon souligne l'importance pour les auxiliaires d'avoir un sens de la justice et de la modération, pour éviter tout abus de pouvoir ou toute forme d'injustice dans leur rôle de maintien de l'ordre. En fin de compte, la fonction des auxiliaires dans la société idéale de Platon est de protéger la société et de maintenir l'ordre, en travaillant en collaboration avec les gardiens pour atteindre cet objectif.
Ils sont formés dans l'art de la guerre et de la défense, ainsi que dans la discipline et la coopération, pour pouvoir remplir leur rôle efficacement. Platon affirme que les auxiliaires doivent être éduqués dès leur plus jeune âge, et que leur éducation doit être conçue de manière à favoriser leur aptitude à la guerre, ainsi qu'à développer leur sens de la justice et de la modération. Ils doivent apprendre à obéir aux ordres et à travailler ensemble, tout en étant conscients de leur rôle important dans la protection de la société. Platon propose également que les auxiliaires soient soumis à des tests rigoureux pour évaluer leur aptitude à leur rôle. Seuls les meilleurs devraient être choisis pour devenir des auxiliaires, afin de garantir que la société dispose de la meilleure protection possible. Platon considère les auxiliaires comme étant une partie essentielle de la société idéale, en raison de leur rôle crucial dans la protection de la société. Sans eux, la société serait vulnérable aux attaques étrangères et aux perturbateurs internes, et la paix et l'harmonie seraient difficilement maintenues. En fin de compte, Platon propose que les auxiliaires travaillent en collaboration avec les gardiens pour guider la société, en veillant à ce que les lois soient respectées et en garantissant que les intérêts de la société soient protégés. Ensemble, les gardiens et les auxiliaires peuvent créer une société idéale qui fonctionne harmonieusement et qui est protégée de toutes les menaces. Dans la République de Platon, la troisième partie de la structure sociale idéale proposée par Platon est constituée des producteurs, qui sont chargés de fournir les besoins matériels de la société. Les producteurs sont considérés comme étant le pilier économique de la société, car ils fournissent les biens nécessaires à la survie et au bien-être de la société. Platon affirme que les producteurs doivent être formés dans des métiers et des compétences qui leur permettent de produire des biens de haute qualité et en quantité suffisante pour répondre aux besoins de la société. Ils doivent être compétents dans leur domaine de travail, honnêtes et fiables dans leur travail et respectueux des lois et des règles de la société. Platon suggère que les producteurs doivent être organisés en groupes de métiers et travailler ensemble pour produire les biens nécessaires à la société. Il est important que ces groupes de métiers fonctionnent en harmonie pour éviter les conflits et les déséquilibres économiques qui pourraient nuire à la société dans son ensemble. En outre, Platon propose que les producteurs soient rémunérés de manière équitable pour leur travail, afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Cependant, il considère que l'accumulation excessive de richesses est mauvaise pour la société, car elle peut conduire à l'injustice et à la corruption. Platon souligne également l'importance pour les producteurs d'avoir un sens de la modération et de la justice, en veillant à ne pas devenir trop attachés aux biens matériels et à ne pas devenir cupides. En fin de compte, il est essentiel que les producteurs travaillent en harmonie avec les gardiens et les auxiliaires pour créer une société équilibrée et harmonieuse. En résumé, la fonction des producteurs dans la société idéale de Platon est de fournir les besoins matériels de la société en travaillant ensemble de manière harmonieuse pour produire des biens de qualité en quantité suffisante. Ils doivent être organisés en groupes de métiers, compétents dans leur domaine de travail, honnêtes et fiables dans leur travail et respectueux des lois et des règles de la société. Dans la République de Platon, les gardiens sont considérés comme des philosophes rois qui guident la société. Ils sont responsables de la gouvernance de la société et doivent être choisis avec soin pour assurer le bon fonctionnement de la société. Platon affirme que la sélection des gardiens doit être basée sur leur capacité à atteindre la sagesse et la connaissance. Selon lui, la sagesse est la capacité à connaître le bien et le mal, et la connaissance est la compréhension de la réalité. Les gardiens doivent donc être formés dans des disciplines telles que la philosophie, la mathématique et la géométrie, qui sont considérées comme les domaines clés de la connaissance. Platon suggère également que les futurs gardiens soient soumis à des tests rigoureux pour évaluer leur aptitude à la gouvernance. Ces tests doivent être conçus pour évaluer la capacité des candidats à la raison, à la modération et à la justice, ainsi que leur capacité à résister à la tentation et à l'émotion. En outre, Platon propose que les futurs gardiens soient sélectionnés à travers un processus d'éducation rigoureux. Selon lui, l'éducation doit être centrée sur l'acquisition de la connaissance et de la sagesse, plutôt que sur la simple acquisition de compétences techniques. Les futurs gardiens doivent être éduqués dans des disciplines telles que la philosophie, la mathématique et la géométrie, ainsi que dans les arts et la musique, pour cultiver leur âme et leur sensibilité. Platon affirme également que les futurs gardiens doivent être éduqués dans un environnement de vie communautaire, où ils apprennent à vivre ensemble et à partager les ressources de manière équitable. Cette expérience de vie communautaire leur permettrait de développer un sens de la responsabilité envers la société, ainsi que des compétences en leadership et en gestion. En fin de compte, pour Platon, le choix des gardiens est crucial pour assurer la stabilité et l'harmonie de la société. Les gardiens doivent être choisis en fonction de leur capacité à atteindre la sagesse et la connaissance, soumis à des tests rigoureux pour évaluer leur aptitude à la gouvernance, et formés dans des disciplines telles que la philosophie, la mathématique et la géométrie. En outre,
ils doivent être éduqués dans un environnement de vie communautaire pour cultiver un sens de la responsabilité envers la société. Platon considère que l'éducation des gardiens est cruciale pour former des philosophes rois vertueux et sages, capables de gouverner la société avec équité et justice. Selon lui, l'éducation doit être un processus continu qui commence dès l'enfance et se poursuit tout au long de la vie. Platon propose que l'éducation des gardiens soit divisée en 3 disciplines principales, la musique, la gymnastique et la philosophie. La musique est considérée comme la discipline la plus importante pour la formation des gardiens, car elle a un impact direct sur l'âme humaine. Platon soutient que la musique peut être utilisée pour inculquer des valeurs morales et éthiques chez les futurs gardiens. Il estime que la musique doit être choisie avec soin pour s'assurer que les paroles et les mélodies sont conformes aux valeurs de la justice, de la modération et du courage. De plus, la musique doit être utilisée pour cultiver le sens de l'harmonie et de l'équilibre chez les futurs gardiens. La gymnastique, quant à elle, est considérée comme une discipline importante pour développer la force physique, la résistance et la coordination chez les futurs gardiens. Platon affirme que la gymnastique doit être pratiquée régulièrement pour préparer les gardiens à faire face aux dangers et aux défis de la vie. La gymnastique est également considérée comme un moyen de développer la discipline et le sens de la rigueur chez les futurs gardiens. Enfin, Platon considère la philosophie comme la discipline la plus importante pour la formation des gardiens. Il estime que les futurs gardiens doivent être formés dans des disciplines telles que la logique, la métaphysique et l'éthique pour comprendre la réalité et la nature de la justice. La philosophie est considérée comme le moyen le plus efficace pour les gardiens d'acquérir la sagesse et la connaissance nécessaires à la gouvernance de la société. En résumé, Platon considère que l'éducation des gardiens est un processus continu qui doit être divisé en 3 disciplines principales, la musique, la gymnastique et la philosophie. La musique est utilisée pour inculquer des valeurs morales et éthiques chez les futurs gardiens, la gymnastique est utilisée pour développer la force physique et la discipline, et la philosophie est utilisée pour acquérir la sagesse et la connaissance nécessaires à la gouvernance de la société. 12. Les gardiens doivent partager tout en commun, la propriété, la famille et l'éducation des enfants. Platon estime que pour que la structure de la société soit idéale, les gardiens doivent partager tous les biens en commun, y compris la propriété, la famille et l'éducation des enfants. Cette conception de la propriété commune est appelée communisme platonicien. Selon Platon, la propriété commune est essentielle pour éviter les conflits et les divisions entre les membres de la société. En effet, lorsque la propriété est partagée, il n'y a pas de jalousie ou de rivalité entre les individus pour accumuler des richesses ou des ressources. La propriété commune élimine également la corruption et les conflits d'intérêts, car les gardiens n'ont pas besoin de se préoccuper de leur propre enrichissement ou de leur propre gain. En outre, Platon estime que la famille doit également être partagée en commun. Les gardiens ne peuvent pas avoir de famille propre, car cela entraîne des divisions et des conflits dans la société. Au lieu de cela, les enfants doivent être élevés collectivement, de sorte que tous les gardiens partagent la responsabilité de leur éducation. Les enfants sont éduqués dans des conditions égales, sans discrimination basée sur la richesse ou la naissance. Platon considère que cette conception de la propriété commune est nécessaire pour garantir l'harmonie et l'équilibre dans la société. Les gardiens doivent être détachés des intérêts personnels et des désirs égoïstes, et travailler ensemble pour le bien de la communauté dans son ensemble. En résumé, Platon propose que les gardiens partagent tout en commun, y compris la propriété, la famille et l'éducation des enfants. Cette conception de la propriété commune est considérée comme essentielle pour garantir l'harmonie et l'équilibre dans la société, en éliminant les conflits et les divisions entre les membres de la société. 13. Les critiques de cette théorie de la société idéale. La théorie de la société idéale proposée par Platon dans la République a suscité de nombreuses critiques. Les critiques les plus importantes concernent notamment la propriété commune, la hiérarchie sociale et le rôle des femmes dans la société. Tout d'abord, la propriété commune a été critiquée pour son manque d'efficacité économique. Les économistes ont souligné que sans l'incitation à travailler pour sa propre richesse, les membres de la société n'auraient pas de motivation pour travailler dur et pour être innovants, ce qui entraînerait une inefficacité économique et une stagnation. Ensuite, la hiérarchie sociale proposée par Platon a également été critiquée pour son manque de liberté et d'égalité. Selon Platon, les gardiens doivent être éduqués et sélectionnés par des tests pour devenir des philosophes rois, tandis que les autres membres de la société ne peuvent pas atteindre ce niveau de connaissance et de sagesse. Cela a été critiqué pour être un système hiérarchique injuste et oppressif, qui limite la liberté individuelle et l'égalité des chances. Enfin, le rôle des femmes dans la société proposée par Platon a été critiqué pour son manque de considération pour les droits des femmes. Selon Platon,
Les femmes peuvent être sélectionnées pour devenir des gardiennes si elles ont la capacité intellectuelle nécessaire, mais elles ne sont pas considérées comme égales aux hommes et n'ont pas le droit de participer pleinement à la vie publique. En résumé, la théorie de la société idéale de Platon a suscité des critiques importantes pour son manque d'efficacité économique, son système hiérarchique oppressif et son manque de considération pour les droits des femmes. Cependant, la théorie de Platon a également été largement étudiée et discutée pour son exploration profonde de la nature de la justice et de la vertu, ainsi que pour sa vision de la société idéale. 14. Conclusion. Socrate rappelle que cette théorie n'est qu'un modèle et qu'elle doit être ajustée en fonction des circonstances. Dans la conclusion de la République, Socrate rappelle que la théorie de la société idéale n'est qu'un modèle et que son but n'est pas de proposer une solution universelle pour toutes les sociétés, mais plutôt de fournir une vision de la justice et de la vertu qui peut aider à guider les décisions politiques. Socrate souligne également que la théorie doit être ajustée en fonction des circonstances. Les circonstances sociales, économiques et politiques d'une société particulière peuvent exiger des adaptations à la théorie pour la rendre plus applicable. Par conséquent, la théorie de Platon n'est pas une solution unique et immuable, mais plutôt une approche de réflexion sur les fondements de la justice et de la vertu dans une société. En fin de compte, La République de Platon est un ouvrage qui continue de susciter des discussions et des débats. La vision de la société idéale proposée par Platon a été largement étudiée et discutée, mais elle a également suscité des critiques importantes. Néanmoins, la contribution de Platon à la philosophie politique continue d'être reconnue pour son exploration profonde de la nature de la justice et de la vertu, et pour son importance dans la compréhension de la théorie politique occidentale.